Salut à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition. Aujourd'hui, je vais vous parler du quadruple meurtre de Rupperswil qui a eu lieu en 2015 dans le canton d'Argovie. C'est un crime hors norme dont je vais vous parler aujourd'hui. Je préviens déjà les personnes sensibles, cette vidéo peut être un petit peu dure à entendre, les motivations de l'assassin étant vraiment sordides. Il n'y aura pas de photos choquantes, mais c'est vrai que l'histoire en elle-même peut choquer les mères de famille, en tout cas les personnes qui ont des enfants et qui sont un petit peu sensibles. Je préfère vous prévenir tout de suite. Cette affaire débute le 21 décembre 2015 lorsque les pompiers sont appelés pour un départ d'incendie dans une villa familiale dans le village de Rupperswil. Quand bien même les pompiers arrivent assez rapidement sur place, tout au plus une dizaine de minutes, ils ne peuvent malheureusement que constater que toutes les personnes présentes dans le logement sont malheureusement décédées. Il faudra plusieurs jours à la police, plusieurs heures pour établir l'identité des victimes. C'est une femme de 48 ans, mère de famille, Carla S, qui vit dans le logement, ainsi que ses deux fils, Davin, 13 ans, et Dion, 19 ans. La quatrième victime est la petite amie de ce dernier, elle se prénomme Simona et elle a 21 ans. Les premières constatations de la police vont permettre d'isoler un ADN et de relever des empreintes. Malheureusement, celles-ci sont passées au fichier national et au fichier européen, mais aucune correspondance ne sera établie. Le tueur ne fait pas partie des victimes, ça c'est très vite établi également, et que les victimes ont donc, comme je l'ai dit, été égorgées et que c'est là la cause de leur décès. Très vite, la police va penser à un crime familial. Elle va donc tout naturellement interroger l'ex-mari de Carla S, qui vit dans un autre canton, ainsi que son nouveau compagnon, qui vit avec elle, mais qui n'était pas présent ce jour-là parce qu'il était déjà parti au travail au moment où le feu est parti dans la villa. 2 jours après la découverte des corps, de nouveaux indices vont être amenés par la police et vont être diffusés dans la presse. On va retrouver 2 photos de Carla S le matin du crime. Donc l'incendie a été découvert aux alentours de 11h20 et les photos datent de 10h du matin, 9h50 pour la première et 10h du matin pour la seconde. Carla S est allée à la banque de son village. Elle a retiré dans la première banque 1000 francs. Elle s'est ensuite rendue à une seconde banque. Elle est cette fois allée au guichet et elle a tiré un peu plus de 9800 francs. Ces détails étonnent complètement la police qui avait déjà beaucoup de peine à établir un scénario du crime avec la découverte des corps. La manière dont ils ont été découverts n'a pas vraiment de sens pour la police et ces retraits d'argent qui ont été faits par l'une des victimes le matin du meurtre embrouillent complètement la police qui commence à se poser la question si ce n'est pas autre chose qu'un drame familial. Et d'ailleurs les interrogatoires qui vont être menés, les interrogatoires également des proches des victimes, mais aussi des voisins vont très gentiment exclure totalement l'idée d'un crime familial. La police est vraiment très impliquée dans cette affaire, c'est une enquête prioritaire, elle laisse un petit peu de côté les affaires courantes, les querelles de voisinage et ce genre de choses qu'elle a dans ses dossiers. Elle met vraiment toute son énergie pour résoudre ce quadruple meurtre qui choque la population et qui demande une résolution assez rapide. On est en plus en période de Noël, ça touche vraiment les gens ont congé, ils ont le temps de lire le journal. C'est vraiment une affaire prioritaire pour tout le canton d'Argovie, pour les policiers, mais également la population qui voudrait bien aider à résoudre ce meurtre. 3 jours après la découverte des corps, la police va mettre à contribution la population en distribuant un tract en allemand dans le village de Rupperswil et dans les villages alentours. Ce tract parle du crime et demande à toute personne qui posséderait des informations de se rendre au commissariat ou d'appeler la police pour pouvoir leur donner ces informations. La police va également demander aux automobilistes qui possèdent des dashcams sur leur voiture de les rendre à la police, des personnes qui seraient passées soit devant le domicile de Carla S,
soit devant les deux banques où elle est allée faire des retraits au moment où elle était dans la banque. L'idée, c'est de retrouver si une voiture est peut-être parquée de l'autre côté de la rue avec quelqu'un qui l'attend, peut-être armé, ou si quelqu'un l'attend plus loin, qui n'aurait pas été repéré par la vidéosurveillance. C'est vraiment ça le but de la récupération de cette dashcam. La population va jouer le jeu, hein, va donc donner tout ce qu'ils auraient en leur possession dans l'idée de résoudre rapidement ce meurtre. Très vite, la police va conclure que le drame familial n'est probablement pas la cause de la mort de ces 4 personnes. La police, comme je l'ai dit, met vraiment les bouchées doubles dans cette enquête. Il y a 40 enquêteurs qui sont à plein temps à travailler sur cette enquête, qui ont mené à peu près 110 interrogatoires dans les semaines vraiment qui suivent la découverte des corps. Pour eux, c'est compliqué parce qu'ils n'ont absolument aucune idée du mobile du meurtre. Au début, c'était clairement un meurtre familial, un drame familial, une dispute qui a mal tourné. Mais là, ils sont vraiment perdus. Le nouveau mari, le nouveau compagnon de la femme a un alibi. Son ex-mari n'est pas du tout impliqué dans cette affaire. Aucun voisin n'a vu une voiture suspecte ou autre chose. Vraiment, la police est totalement perdue, si bien qu'au mois de février, donc 2016, 2 mois après la découverte des corps, la police va tenter un nouvel appel à la population, cette fois avec un tract, une brochure qui est traduite en plusieurs langues. On vit dans un pays où il y a plusieurs langues, donc l'idée c'est vraiment de toucher un maximum de gens avec ce tract. Et la deuxième chose, on va offrir une récompense pour la résolution de cette affaire, et c'est la première fois qu'on offre une récompense aussi importante en Suisse. La récompense est de 100 000 francs et la police espère vraiment motiver des personnes qui auraient des indices à parler avec cette récompense. Malgré ces appels à la population et malgré le travail des enquêteurs, le travail acharné des enquêteurs, il va se passer plusieurs mois sans qu'il y ait de rebondissements, de nouvelles pistes dans cette affaire, jusqu'à ce que la presse soit convoquée le 13 mai 2016. On est à peu près 6 mois après les meurtres. Et cette conférence de presse, les journalistes sentent bien qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé dans cette affaire. Et ils ont vu juste, la police a enfin arrêté le coupable de ce crime. Alors il n'y a pas vraiment de doute lorsque la police est à cette conférence de presse. Il n'y a pas vraiment d'idée que c'est peut-être pas lui. Là vraiment la police paraît certaine. Elle a le coupable dans ses locaux. Alors si très vite la population est soulagée de savoir que ce personnage est enfin dans les mains de la police, très vite vont se mêler plusieurs sentiments. Je l'ai dit, le soulagement, on est content d'avoir arrêté cet homme parce que dans le village de Rupperswil, il y avait une espèce de petite parano qui s'était installée. On ne savait vraiment pas qui avait pu faire ça. Est-ce que ça aurait pu être un rôdeur? Et finalement, toutes les familles se sentaient dans l'insécurité. Là où ensuite les sentiments vont se mêler, c'est la colère qui va commencer à prédominer parce que l'homme qu'on arrête, il vit à 500 mètres des lieux du crime. Il promenait tous les jours ses chiens devant la maison incendiée de Carla S. et de ses enfants. Cet homme, c'est un jeune Suisse de 33 ans qui se prénomme Thomas. Il n'a aucun antécédent, personne ne s'était douté que ça pouvait être lui. C'est un jeune homme qui avait toujours son casque sur la tête, donc toujours avec de la musique dans les oreilles, et qui promenait ses 2 chiens qui paraissaient inoffensifs. Et on apprendra également que cet homme avait prévu de repasser à l'acte, et c'est ce qui a motivé la police à l'arrêter assez vite, presque un petit peu même dans la précipitation. Mais là où la population va être franchement choquée, et attention aux personnes sensibles, c'est lorsqu'on découvre quels sont les mobiles de cet homme. Cet homme a d'abord été motivé par un mobile financier. Il était là pour voler les 10 000 francs qu'il a fait retirer à Carla S. Mais également, et attention âme sensible, vraiment peut-être passer cette partie de la vidéo, il était également motivé par un motif pédophile. Cet homme a violé le plus jeune des fils qui se prénommait David et qui avait 13 ans. Il l'a même probablement violé devant le reste de sa famille. Ça en fait un mobile vraiment sordide. Personne n'avait pu imaginer ça. Déjà, l'extorsion, ça semble déjà quelque chose. Il faut déjà avoir idée de séquestrer une famille complète pour leur voler de l'argent. Mais en plus de violer l'enfant de 13 ans, ça semble complètement hors norme. Et c'est là où ce crime choque encore une fois la population, quand bien même on vient d'arrêter le coupable.
Alors finalement, on se pose la question comment la police helvétique a pu arrêter cet homme, puisqu'on comprend assez rapidement que ce n'est pas grâce à une information reçue par la population. Elle a utilisé une technique qui est assez peu utilisée, mais qui est utilisée lorsque la police est un peu perdue, si je peux me permettre cette expression. Cette technique, elle a fait un petit peu, alors scandale c'est un grand mot, mais disons que c'est une technique qui est un petit peu intrusive, je vais vous l'expliquer. Donc, quand vous cherchez des choses sur le meurtre de Ruppersville, la résolution de l'affaire, c'est pas là où on trouve le plus de détails. En tout cas, je vais vous expliquer comment ça a été fait. La police a réquisitionné les opérateurs qui émettent en Suisse, les opérateurs de téléphone, après avoir sélectionné 48 bornes, vous savez, ces bornes de téléphone, parce que quand vous vous promenez avec votre téléphone, vous n'avez pas besoin d'envoyer des messages pour être repéré par des bornes qui vous géolocalisent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous propose la météo de la ville dans laquelle vous vous trouvez et pas dans la ville dans laquelle vous vivez. C'est parce qu'en fait, vous laissez des traces où vous vous trouvez. Donc, la police suisse a établi 7 heures de temps qui étaient intéressantes pour elle et 48 bornes qui pourraient être intéressantes proches de la maison de Carla S. Alors, ce qui rend compliqué cette affaire, c'est que l'endroit où a eu lieu les meurtres, c'est un endroit où il y a beaucoup de passages parce que pas très loin derrière, il y a une voie de chemin de fer et il y a une autoroute. Alors en Suisse, déjà, on va énormément travailler en train, donc il y a énormément de passages. Les trains le matin sont complètement bondés en Suisse. Donc, ils vont d'abord éliminer les gens qui font que de passer. Donc les natels qui ont borné à ces bornes mais qui ont fait que de passer très rapidement sont éliminés. Ensuite, ils vont analyser le comportement du portable, les messages, les téléphones, un peu les déplacements du portable dans les différentes zones et ils vont de là extraire 48 téléphones qui pourraient être intéressants et de ces 48 téléphones, il va en ressortir un seul, celui de Thomas N et c'est comme ça qu'on va pouvoir établir l'identité de l'assassin du quadruple meurtre de Ruppersville. Ces analyses des bornages des antennes de téléphone vont permettre aux enquêteurs de constater que Thomas N est allé sur les lieux du crime très très tôt ce matin-là en repérage. Il y est allé déjà aux alentours de 5h30 du matin et qu'il y est ensuite retourné pour pouvoir rentrer dans la maison. Donc ça donne un petit peu idée du comportement de l'assassin, mais également du fait qu'il a préparé son acte puisqu'il est venu en repérage plusieurs heures avant de passer à l'acte. Petit détail également sur ces relevés de bornes téléphoniques. Il faut savoir quand même que ça a coûté extrêmement cher aux contribuables. Ça a coûté près d'1 million de francs, ça a coûté 800 000 francs, donc ça a fait une espèce de mini-scandale, trouvant quand même que c'était un petit peu astronomique comme facture. Ce qui me permet de rebondir sur le fait que la récompense a été donnée aux enquêteurs puisque c'est eux qui ont résolu l'affaire et que finalement ce ne sont pas les témoignages amenés par la population. Il y en a eu de nombreux, des témoignages qui ont été amenés par la population, mais aucun d'eux n'a aidé à résoudre l'affaire, si bien que cette récompense revient aux enquêteurs et je pense que c'est totalement juste. Le procès de cet homme est prévu en mars 2018. Il ne pourra pas avoir lieu dans le tribunal parce qu'il faut une sécurité maximale pour pouvoir juger cet homme et il faut également beaucoup de place. Le procès aura donc lieu dans les locaux de la police mobile du canton d'Argovie. Il y a quand même 65 journalistes qui sont accrédités pour suivre ce procès. C'est quand même assez énorme, on n'a pas l'habitude de ça. Il y a 2 experts psychiatres qui vont s'exprimer, 2 experts qui l'ont analysé durant son incarcération. Thomas L. va également s'exprimer durant son procès. Les avocats vont ensuite faire leur plaidoyer et on aura ensuite le verdict. On va donc en apprendre plus sur le déroulé du meurtre. Et là, attention aux personnes sensibles, c'est justement là où je pense qu'il vous faut passer cette partie de la vidéo. Thomas N. a attendu et s'est présenté très tôt le matin vers la maison pour attendre que le nouveau compagnon de Carla S. parte au travail. Il voulait s'assurer que l'homme de la famille ne soit pas là. Aux alentours de 7h30, 8h du matin, il a été sonné à la porte de Carla S.
se faisant passer pour le psychologue de l'école. Et en fait, il raconte que un jeune garçon s'est donné la mort dans l'école de David et qu'il s'est donné la mort suite à des intimidations qui avaient eu lieu à l'école et que le plus jeune des fils est mêlé à cette affaire et qu'il aimerait donc s'entretenir avec lui. Il va donc s'entretenir avec le jeune David dans sa chambre et très vite, il va le menacer et le forcer à s'attacher. Il va ensuite menacer le reste de la famille, donc la maman et le fils de 19 ans ainsi que sa compagne, et il va forcer toute la famille à s'attacher. Il va ensuite demander à Carla S d'aller retirer de l'argent en séquestrant le reste de la famille. Il lui demande de retirer 10 000 francs. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi cette femme qui est partie seule retirer de l'argent n'a pas appelé la police. Évidemment, avec le recul, on peut se demander ça. Elle était sous emprise. Elle a subi une torture psychologique de, en tout cas, 8h le matin jusqu'à vers 9h30. Il faut s'imaginer qu'elle n'a pas toute sa tête. Elle est menacée par un homme qui est armé d'un couteau et qui menace de tuer tous ses 2 enfants. On imagine bien que pour cette femme, ses enfants, c'est la prunelle de ses yeux. Donc, elle veut certainement donner ses 10 000 francs à cet homme et elle est certainement intimement convaincue que cet homme libérera tout le monde ensuite. C'est pourquoi cette femme se rend à la banque, fait ses 2 retraits d'argent et retourne à la maison sans avoir prévenu personne. Lorsqu'elle retourne à la maison, malheureusement, Thomas N va l'attacher et c'est à ce moment-là qu'il va sortir les sextoys qu'il a pris avec lui et qu'il va abuser de l'enfant de 13 ans devant le reste de sa famille. Vraiment, ce détail-là m'a glacée. Donc cet homme avait vraiment prévu 1, le vol et 2, le viol. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Ensuite, apparemment, le plus jeune des fils, Dion, 19 ans, arrive à se détacher de ses liens et c'est ce qui va déclencher dans la tête de Thomas N, en tout cas c'est ce qu'il dira, et c'est à ce moment-là qu'il va décider de tuer toute la famille, il va égorger tout le monde. Il déclarera également dans une autre interview à la police avant le procès qu'il avait prévu de tuer tout le monde dès le moment où il était rentré dans le logement et je pense que c'est effectivement cette version-là qui est vraie. Il savait très bien que ces personnes pouvaient le reconnaître, il vivait à 500 mètres chez sa maman donc je pense que dès le moment qu'il était rentré dans cette maison, il savait qu'il allait tuer tout le monde. Quand il a eu terminé son acte, quand il a tué tout le monde, il a mis un accélérateur, il a mis de l'essence sur chacun des corps auquel il a mis le feu et il est ensuite rentré chez lui. Il a pris une douche, il dira qu'il se sentait exténué et vidé. Après avoir pris cette douche, il a pris son téléphone portable et il a vidé les vidéos et les images qu'il avait réalisées durant son agression, durant la séquestration de Carla S, ses enfants et de Simona. Donc ça laisse imaginer un type complètement en décalage, suite à quoi il a donc pris sa douche au moment où les enquêteurs et les pompiers tentaient d'éteindre l'incendie. Il est à 500 mètres, il entend les... Ça montre une froideur et un détachement assez important de cet homme. Le soir, il prend sa voiture, il conduit 2 amis à Zurich avec qui il va dîner et il va ensuite aller au casino. Ces 2 amis diront qu'ils n'ont absolument pas constaté que Thomas pouvait être un petit peu bizarre ou autre. Thomas, lui, dira qu'à ce moment-là, il était encore avec son esprit, avec l'enfant de 13 ans qui venait d'assassiner et de violer. Il faisait d'ailleurs des recherches sur Google pour retrouver des photos d'enfants qui ressemblaient à l'enfant qui venait d'assassiner. Petite parenthèse, ce jeune Thomas, parce qu'il est quand même jeune, il a 33 ans, 35 au moment de son procès, était un entraîneur de foot avec les juniors. Il n'a pas fait ça pendant longtemps. Alors on a pensé que peut-être il avait connu sa victime lors de ses entraînements de foot. Pas du tout, il avait flashé sur cette victime, il l'avait vue probablement dans la rue, ils habitent le même quartier. Il avait flashé sur lui, il avait donc recherché des informations. Il avait même fait en sorte qu'ils se rencontrent par hasard. En gros, il savait peut-être que David allait à telle heure à l'école ou à telle activité et il faisait exprès de tomber sur lui, ils échangeaient 2 mots et puis voilà. Donc Thomas a vraiment fait une fixation sur ce jeune homme et il l'a suivi, il a noté ses déplacements, il a noté les habitudes de la famille et il dira que la préparation du meurtre l'a beaucoup excité et que ça a vraiment fait partie intégrante de son acte.
On apprendra également un détail qui montre assez la froideur et comment il a tendance à effacer son acte. Il va rentrer chez lui, il avait un sac à dos, hein, le sac à dos, on en reviendra après, hein, sur son sac à dos. Le sac à dos où il avait mis toutes ses affaires, il a des câbles, il a du scotch pour bâillonner, il a de l'huile de torche pour faire démarrer le feu, il a des serre-flex pour attacher les personnes des liens, et il a également dans ce sac des sextoys. Donc clairement, le viol de l'enfant il l'avait imaginé avant et c'est quelque chose qui avait été préparé. Mais en rentrant, il constate qu'il y a des taches de sang sur ce sac à dos. Il va donc prendre un marqueur indélébile noir et il va colorier les traces de sang. Donc ça montre vraiment la froideur de cet homme et le détachement qu'il a par rapport à son crime. Ce qui nous amène à nous demander finalement qui est ce Thomas N qui a pu commettre ce crime affreux avec ses motivations sordides. C'est donc un jeune homme de 35 ans au moment de son procès. C'est un homme qui a une enfance normale. Il a grandi avec son papa, sa maman, son grand frère. Vraiment normal. Il n'a pas été moqué à l'école, il n'a pas été intimidé. Il était même assez intelligent, un petit peu au-dessus de la moyenne, si bien que ses parents avaient peut-être une forte attente sur ce qu'il pouvait faire de sa vie. Il a toujours fait croire à sa mère qu'il avait réussi ses études, qu'il avait fait une maturité et qu'il avait ensuite obtenu une licence d'histoire, ce qui est totalement faux. Il a arrêté ses études avant la maturité, je crois qu'il a même fait que 5 cours de maturité et il a ensuite abandonné. C'est un petit peu son style, quand ça devient trop dur, il envoie tout paître et il passe à autre chose. Et en fait, ce que dira le psy qui l'a analysé, l'un des psys qui l'a analysé, il dira que cet homme, finalement, n'a pas fait la transition entre l'âge adulte et l'adolescence. Donc en fait, il est toujours un peu comme un adolescent. C'est trop dur, j'envoie y toucher, si je peux me permettre. Et voilà un petit peu comment il fait. Il a beaucoup de peine à admettre ses échecs, que ce soit pour lui ou pour sa mère. Et en 2011, son papa décède, et là, il devient vraiment un soutien pour sa maman, et il s'enfonce encore plus dans son mensonge. Sa maman croit totalement qu'il a une licence. Elle croit que c'est effectivement difficile pour son fils de retrouver un emploi. C'est pour ça qu'elle va l'aider financièrement. C'est pour ça qu'elle va l'héberger. Et elle va toujours l'aider en fait. Il va raconter également à ses copains du foot, puisqu'il est entraîneur pour les juniors. Il raconte la même chose, qu'il a un bon job, qu'il gagne bien sa vie. Et le problème, c'est que pour garder les apparences de son soi-disant bon salaire, il doit à un moment donné trouver de l'argent pour subvenir à ses besoins puisqu'il ne travaille pas. Il va également falsifier un diplôme de l'HES pour faire croire à sa maman qu'il a été diplômé. Elle ne va pas du tout se poser de questions. Mais vraiment, il n'est pas du tout capable d'assumer ses échecs. Il n'est pas du tout capable non plus d'assumer son train de vie, puisqu'il a un très grand il a des besoins financiers qui sont quand même assez grands. C'est pourquoi, au printemps 2015, il va lui venir cette idée d'extorquer une famille et également d'en profiter pour violer l'enfant qui serait dans la famille puisqu'il est pédophile et qu'il a des tendances pédophiles depuis plusieurs années, qu'il arrive plus ou moins à contenir, mais que lorsque sa vie va pas très bien, ce sont des pulsions qui deviennent très très fortes. Donc il compte voler 30 000 francs à 3 familles, donc 3 fois 10 000 francs. Il avait d'ailleurs repéré une famille à Soleure et une famille à Berne, et il comptait repasser à l'acte dans les semaines qui suivaient son arrestation. Ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment qu'il préfère tuer que d'admettre à sa mère qu'il a raté ses études. Donc ça montre vraiment que cet homme ne met pas forcément le curseur au bon endroit sur les choses importantes. En tout cas, il ne peut pas avouer à sa mère sa vie est en fait faite quasiment que d'échecs. Effectivement, son profil fait froid dans le dos parce que c'est un homme qui était quand même discret, qui s'est jamais tellement fait remarquer et qui, s'il n'avait pas borné avec son téléphone, ne serait peut-être pas découvert. C'est d'ailleurs ce qui lui a donné beaucoup de force. On voit ça chez les tueurs en série, lorsqu'ils ne sont pas attrapés, ils ont un peu l'impression de devenir des surhommes et que finalement on ne les attrapera jamais, qu'ils sont plus forts que les enquêteurs et ça leur donne plus de puissance et plus d'envie. En tout cas, c'est certain, Thomas N allait repasser à l'acte. Il avait, comme je t'ai dit, repéré 2 familles, une à Berne et une à Soleure. Il avait pris des notes sur ces 2 familles, donc il connaissait les occupants du logement, le nom, prénom des enfants, donc des enfants qui l'intéressent, des garçons entre 12 et 14 ans. Il avait noté également des détails sur l'école, sur les habitudes, à quelle heure l'homme de la famille
partait au travail. Il s'est également renseigné sur des techniques pour ligoter les gens parce que le jeune Guillon, 19 ans, avait réussi à se libérer de ses liens. Hein. Il veut donc pas réitérer cette chose, enfin le fait que quelqu'un puisse s'enfuir. Il va donc faire des recherches là-dessus et il va également trouver du papier à lettres de l'école où se trouve l'un des enfants, celui de Soler, je crois. Il va falsifier ce papier, il va imiter la signature du directeur et il va donc préparer vraiment son crime de manière à pouvoir réitérer ce qu'il a fait à Ruppersville. Il faut savoir qu'il a également fait des coups de téléphone à ses familles. Ses familles ont un téléphone fixe. Il va donc appeler sur le téléphone fixe et il va de temps en temps soit clencher directement, soit prétexter que c'est un faux numéro. Il tente donc d'avoir un petit peu des liens avec cette famille. Alors, lui dira que l'excitation de la préparation est si forte qu'il ne pensait pas repasser à l'acte. Cela dit, comme je vous l'ai dit, la manière dont il s'est conduit les derniers jours avant son arrestation ont précipité cette arrestation. Il s'est rendu la veille de son arrestation à Soler avec son sac à dos et avec toutes ses affaires, les serflex, les liens, la ficelle, la corde, le scotch pour bâillonner, l'huile pour mettre le feu, des sextoys pour profiter de l'adolescent de la famille. Il est donc clairement établi que Thomas N. pensait repasser à l'acte très bientôt. Voilà ce que vont déclarer les psychologues au cours du procès, les psychologues qui se sont entretenus avec lui durant son incarcération. Ils vont le décrire comme une personnalité narcissique à tendance pédophile. Donc, au niveau... En fait, l'idée, c'est de savoir est-ce que cet homme pourra être soigné ou pas. Alors, est-ce que la peine va tourner un petit peu autour de ça, mais on y reviendra tout à l'heure. L'idée, c'est que les deux psychologues disent la même chose. Il y a peu de chances qu'il soit soigné, mais avec une thérapie très longue, au minimum 5 à 10 ans, cet homme pourrait finalement vivre avec sa pédophilie sans forcément repasser à l'acte. Mais les deux disent quand même qu'il y a de fortes chances qu'il lui repasse à l'acte et c'est quelqu'un de compulsif. Donc on ne sait jamais vraiment s'il va repasser à l'acte, mais il n'est pas impossible, même avec une infime chance, qu'on puisse le soigner et qu'il puisse vivre avec cette maladie. Les deux psychiatres vont également établir que cet homme a très peu d'empathie, qui vit dans sa bulle. Même pour ses amis, c'est pas le type qui va vous appeler pour vous dire comment tu vas, t'as pas l'air bien. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a très peu d'empathie, qui se fiche un petit peu de ce que vivent les autres. D'ailleurs, il n'a pas l'air vraiment de culpabiliser sur ce qu'il a fait subir à cette famille. Hein. Des gens qui le connaissent diront d'ailleurs qu'ils n'ont pas vu une once de culpabilité dans ses yeux. Une thérapie ambulatoire va lui être recommandée, hein, donc c'est-à-dire qu'il, selon les psychiatres, il n'a pas besoin d'être interné dans un hôpital, mais il peut rester en prison et se faire soigner en prison. Il n'est pas, entre guillemets, suffisamment malade pour être incarcéré dans un milieu psychiatrique. Un autre élément qui ressort beaucoup de lui, c'est la conformité qu'il veut montrer. Il a un modèle, il veut vraiment se conformer à ce modèle, jeune homme, 33 ans, 35 ans, belle carrière, qui vit que de réussite dans sa vie, qui a plein d'argent, qui peut se payer toutes les belles choses qu'il veut, pas des voitures, mais des vêtements, des chaussures, des montres. Enfin, il vit vraiment c'est un peu le style homme Instagram, quoi. Il veut une vie parfaite, donc il fait tout pour montrer à ses amis et à sa famille une vie parfaite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va voler de l'argent, pour pouvoir continuer à assumer son train de vie. Lorsque Thomas N. va s'exprimer, il dira à propos de lui qu'il est malade et inhumain. Il reconnaîtra ses tendances pédophiles. Il dira qu'il veut recommencer des études en prison, qu'il veut se former dans l'idée de peut-être sortir plus tard, chose que je doute assez fortement, mais on viendra sur le verdict tout à l'heure. Il dit, comme j'ai dit, il avoue être pédophile, il parle assez facilement de sa sexualité, donc on l'entend un petit peu sa voix, on se rend compte qu'il se rend compte de l'image qu'il renvoie à la population, mais il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de culpabilité pour l'acte qu'il a fait subir à cette famille et ce qu'il a fait subir aux personnes qui restent. Hein. Tout le monde est effondré autour de cette famille. Ensuite, l'avocate de la défense. Alors, c'est clair que cet homme, il a le droit, comme tout le monde, d'être défendu. Hein. Alors, je suis la première à le dire, hein, que ce soit des assassins ou autres. Tout le monde a le droit d'être défendu. On reste tous des êtres humains, malgré nos actes. Là, c'est pas forcément l'être humain de la meilleure espèce, mais
En tous les cas, ça reste un être humain qui mérite, comme tout le monde, d'être défendu. Mais son avocate est un petit peu indélicate. Elle tente vraiment de défendre Thomas N, mais elle tente également de minimiser ses actes et ça choque passablement la population. Personnellement, quand j'ai lu ça, ça m'a choqué. Par exemple, premier argument, parce que elle aimerait un maximum de 18 ans de prison. Elle aimerait donc que cet homme ne soit pas enfermé avec la réclusion à perpétuité ou à vie. Je vais vous expliquer les différences tout à l'heure. Elle aimerait justement, elle préconise 18 ans de prison pour cet homme, du fait qu'il est jeune et qu'il a peut-être la possibilité de se soigner. Elle va également dire que dans la prison où il fait les tâches que personne veut faire, qu'il le fait sans rechigner. En gros, c'est le gars qui nettoie les toilettes et il le fait sans trop se plaindre. Ok, on est content. Il a décimé une famille de 4 enfants qui nettoie les toilettes sans trop te plaindre. À la limite, j'ai envie de dire, c'est le minimum syndical. Ensuite, elle va rappeler qu'il ne s'est pas opposé à son arrestation. C'est vrai que quand la police est arrivée, il s'est laissé embarquer sans violence. Bon, ok. Et qu'il a avoué très vite son meurtre. Elle va également dire qu'il avait une énorme culpabilité et qu'il voulait se dénoncer. Le juge lui demande donc pourquoi il n'est pas allé se dénoncer. Elle va dire qu'il avait trop honte pour se dénoncer. Donc, c'est un petit peu étrange comme défense. Elle va également minimiser les attouchements, l'abus qu'a fait subir Thomas au jeune garçon de 13 ans. Elle va dire qu'il n'y avait pas de sadisme là-dedans, qu'effectivement le jeune garçon était attaché, mais c'était plutôt pour pas qu'il s'enfuit, pour pas qu'il se fasse du mal. Alors je veux dire, je sais pas où elle est allée chercher cet argument, mais je pense que c'est difficilement audible pour les personnes dans la salle. Elle va dire également qu'il n'avait pas l'intention de mettre ses futurs plans à exécution. Oui, bon, il avait déjà passé à l'acte une première fois. Moi, je pense franchement que à se promener autour de ses appartements avec son sac et tout son attirail d'assassin, honnêtement, je pense qu'il allait repasser à l'acte. Au moment où il avait plus d'argent, il allait passer à l'acte. Peut-être qu'il violerait pas forcément une seconde fois, mais tout laisse à penser qu'il aurait passé, qu'il aurait utilisé le même mode opératoire. En tout cas, le contenu de son sac laisse assez peu de doute là-dessus. Donc selon elle, il avait trop honte pour demander de l'aide et il avait trop honte pour aller se dénoncer. Elle va dire du coup qu'elle demande 18 ans de prison puisqu'il est jeune et qu'il aurait la capacité de se soigner. Cette défense, comme je vous l'ai dit, elle écœure clairement la population suisse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, je pense que minimiser certains de ces actes n'était pas une bonne solution. Cette personne n'est pas dans le cœur de tous les Suisses. Voilà. Ensuite, l'avocat, le procureur qui va ensuite faire son plaidoyer, lui va rappeler que l'accusé n'a aucun remords et qu'il avait clairement prévu de passer à l'acte. En tout cas, son sac, le contenu de son sac, les notes qu'on a retrouvées sur les repérages qu'il avait fait de la famille bernoise et la famille soleroise laissent assez peu de doute sur l'idée qu'il avait l'idée de recommencer. Il va également bien rappeler que cet homme a préféré tuer que d'avouer la vérité à sa mère. Et je pense que ça montre vraiment le style de personnage qu'on a en face et qu'on montre vraiment sa cruauté et son détachement et finalement le fait que pour lui les choses importantes ne sont pas forcément ce qui est important pour le commun des mortels. Donc voilà un petit peu sur quoi la procureure va jouer. Elle va demander une réclusion à vie, réclusion à perpétuité à vie. Je vous expliquerai tout à l'heure les différences, mais voilà un petit peu ce qu'il va y demander. Le verdict va être rendu sans trop de surprise. Ça va être un internement à vie, mais sous le régime dit normal. Donc, il est accusé, il va être reconnu coupable de meurtre, d'extorsion de fonds, de séquestration, de prise d'otage, d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, de contrainte sexuelle, d'incendie intentionnel, de pornographie, de faux dans les titres, actes préparatoires et encore d'autres délits. Donc, avec tous ces chefs d'accusation, le verdict de prison à perpétuité sous régime simple semblait couler de source. Alors, petite parenthèse, en Suisse, on a 2 perpétuités. C'est assez nouveau, ça n'existait pas par exemple à l'époque du sadique de Romans. Il y a une perpétuité qui s'appelle dite simple, c'est d'ailleurs le régime sous lequel le sadique de Romans est en prison actuellement. C'est-à-dire votre cas va être réexaminé tous les 15 ans environ.
On va se poser la question de votre évolution. Est-ce que vous avez pu vous soigner? Est-ce que la thérapie que vous suivez dans le milieu carcéral vous convient? Et on va vous réévaluer tous les 15 ans, comme j'ai dit, 10 à 15 ans, peut-être 20 ans. Ça, c'est la réclusion à perpétuité dite simple. La réclusion à perpétuité à vie, elle ne vous permettra quasiment jamais de sortir, puisque votre cas ne sera jamais réétudié. Vous allez en prison et vous y restez. Votre cas pourra être étudié dans un unique cas si la science trouvait une nouvelle technique pour vous soigner ou si un nouveau traitement, un nouveau médicament voyait le jour et pouvait vous aider dans votre maladie si vous aviez une maladie ou quelque chose comme ça, ou je sais pas, un syndrome qui vous a fait passer à l'acte. Honnêtement, je ne connais aucun cas d'internement à vie. C'est très difficile et je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi dans ce cas-là, en tout cas en première instance, ce verdict n'a pas été rendu. Mais c'est très difficile. Il faut vraiment que plusieurs experts vous déclarent incurable. Et ça, 100% incurable. Si on dit il y a 1% de chance que cette personne puisse être soignée, on ne donnera pas la réclusion à vie. Donc, voilà pourquoi Thomas N. va écoper d'une réclusion dite normale. Donc, son cas va être étudié tous les 15 ans. Ça fait scandale en Suisse. Je vous cache pas que, déjà, on a voté pour ça. On vote pour tout en Suisse. Hein. Mais on a voté pour ça, donc on a voulu ça. On a voulu d'autres lois qui emmerdent bien les Suisses, mais on les a votées. Celle-là, en tout cas, on la trouve pas assez sévère. Sachez une chose. Les personnes qui sont incarcérées sous ce régime-là, comme par exemple Sadiq de Romont et Thomas N, honnêtement, n'ont quasiment aucune chance de ressortir. Je pense qu'aucun juge d'instruction ne signera le papier qui donne l'autorisation de sortir pour ces deux hommes. Quasi aucune chance. Voilà. Donc, ça reste quand même des peines sévères, puisque ce sont des peines de prison à perpétuité, on dira presque à vie, avec un infime espoir de ressortir, tandis que si on vous enferme à perpétuité sans régime normal, vous avez quasiment aucun espoir. Je dirais que c'est peut-être pour laisser un petit peu d'espoir à ces personnes qui sont incarcérées. Sachez encore que chaque année en Suisse, 2% de ces incarcérés à vie sous régime normal sont remis en liberté. La plupart du temps, ça se passe bien. Il y a des cas où ça ne s'est pas forcément bien passé. Mais en tout cas, voilà quels sont les deux régimes de perpétuité qui existent en Suisse. Thomas N. et son avocate vont faire appel et la procureure va faire appel. Alors Thomas N. contre la peine de prison à perpétuité sous le régime normal. L'idée c'est de redemander 18 ans de prison dans un nouveau procès. Et la procureure, elle par contre, elle va se battre pour autre chose, pour l'opposer. Elle va se battre pour avoir une réclusion à perpétuité à vie pour cet homme, sans possibilité de remise en liberté et sans réétudier le cas à l'avenir. Il va donc y avoir un procès en appel. Ce procès aura lieu en décembre 2018, donc quelques mois après le premier procès. Thomas N. ne sera pas présent au délibéré et au plaidoyer, il ne sera pas du tout présent lors de ce deuxième procès. Ça se passe assez vite, ce second procès, la réanalyse est assez vite, hein. Il n'y a pas de nouveaux faits, il n'y a pas de nouvelles pièces au dossier, et la réclusion à perpétuité régime simple est à nouveau prononcée contre Thomas N, et ça restera définitivement la peine qui lui sera imposée. Voilà, Thomas N. est aujourd'hui en prison, il est en prison à perpétuité, autant vous dire que même si son cas sera réétudié dans 15 ans, il n'y a quasi aucune chance qu'il sorte. Vraiment, ce crime a glacé les Suisses. Je pense que les motivations, alors déjà les motivations d'argent ont choqué les Suisses, mais les motivations pédophiles, là, ont clairement retourné les Suisses. Ça a vraiment choqué toutes les personnes qui ont des enfants, et il n'y a même pas besoin d'avoir d'enfants pour être choqué. Donc cet homme va rester probablement toute sa vie en prison. Je veux quand même dire qu'on a arrêté la police suisse, on peut vraiment la féliciter, ils ont vraiment tout fait. Alors les techniques qu'ils ont utilisées ne plaisent pas à tout le monde. On n'utilise pas ces techniques pour tout, hein. On n'utilise pas ces techniques pour savoir qui a volé un petit pain ou des choses comme ça. On utilise ces techniques lorsqu'il y a des vies en jeu. Là, il y avait l'idée que cet homme pouvait repasser à l'acte, donc je pense vraiment que la police suisse peut se féliciter pour cette résolution rapide, 6 mois pour mettre cet homme sous les verrous, mais on peut aussi se dire qu'on a probablement mis rapidement sous les verrous un tueur en série en devenir. Cet homme allait sans doute repasser à l'acte et il n'allait sans doute pas s'arrêter tout seul. Après, il n'avait pas forcément pris toutes les précautions pour ne pas se faire attraper rapidement, ça c'est clair et net. En tout cas, je sais pas vous si vous avez des histoires pareilles à raconter. Moi, j'ai jamais lu
de ma vie une histoire autant sordide. Et ça s'est passé dans mon pays, ça m'a franchement choquée. Voilà, c'est tout pour le crime de Ruppersville. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos impressions sur ce crime, si vous le connaissiez déjà, si vous avez déjà entendu parler de cette affaire. En Suisse, je pense qu'on en a entendu parler, mais pas ailleurs. Je fais encore juste une petite parenthèse sur la ruse qu'a utilisée Thomas N pour rentrer dans la maison. Je trouvais ça important. Sachez, en tout cas, amis suisses qui me suivent, alors pour les Belges et les Français, je ne saurais pas vous dire, mais je pense que suivez probablement le même principe. Un psychologue scolaire ne se présentera pas chez vous sans vous avoir averti à l'avance. Si un psychologue scolaire débarque chez vous et que vous n'avez pas reçu de courrier ou que vous n'avez pas été prévenu par l'école, que votre enfant ne vous a pas ramené une feuille vous prévenant que ce psychologue va passer, ne le laissez pas entrer chez vous. Faites-le aller boire un café au bistrot du coin, faites-le patienter, mais rappelez l'école, demandez qu'on vous confirme bien que cet homme fait partie du staff de l'école, parce que les enquêteurs l'ont rappelé, en Suisse, le psychologue scolaire ne débarquera pas chez vous sans vous avoir prévenu. Donc je voulais quand même juste vous préciser ça, c'est très important, renseignez-vous, protégez vos enfants. Un autre détail au sujet de l'avocate de Thomas N. Alors, elle a réussi lors d'une interview, c'est assez dingue, à donner le nom complet de son client. Donc, on l'appelle Thomas N. En Suisse, on donne assez peu le visage de l'accusé, le visage du meurtrier est flouté. Dans un premier temps, il a été diffusé non flouté, mais actuellement, dans les journaux, le visage est flouté. Ainsi que le visage des victimes. C'est d'ailleurs pourquoi il n'y a pas beaucoup de photos des victimes dans ma vidéo. On diffuse très peu les visages des victimes. D'ailleurs, on voit le visage de Carla S qui n'est pas brouillé, mais parce que on avait besoin de retrouver, de savoir pourquoi elle avait fait ses retraits. Mais ensuite, toutes les autres photos qui ont été diffusées, le visage des enfants est flouté et en général, le visage de Carla S est flouté. On ne donne pas non plus le nom de famille de cette famille. En tout cas, dans les journaux, on ne retrouve pas ce nom de famille. On protège la famille qui reste. On protège aussi leur intimité, quand même ils sont décédés. Et ça va de même pour Thomas N, sauf que son avocate, un jour à la sortie du tribunal, elle se plante, elle donne le nom complet de cet homme, donc Thomas N plus son nom de famille, si bien que le frère de Thomas N, qui avait coupé les ponts avec son frère, lui il n'est pas très fier de ce qu'a fait son frère, cet homme va être obligé de changer son nom, de changer son identité. Il avait déjà déménagé. En tout cas, voilà pourquoi on n'essaye pas de cacher, mais de préserver l'identité, quand bien même c'est un assassin. C'est l'idée que sa famille n'a rien demandé. Son frère n'est pas du tout lié au crime, il l'avait pas vu, c'est pas dire qu'il avait caché la culpabilité de son fils, de son frère. Pareil pour la maman. Donc voilà pourquoi on protège ses identités et pourquoi il y a peu de photos et pourquoi je vous montre des photos de Thomas N uniquement floutées. Si ça vous intéresse, vous en retrouverez sur internet. Les journaux anglais, les journaux allemands n'ont pas flouté son visage. Voilà, c'est tout pour le crime de Ruppersville. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver tout bientôt ici pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon Twitter, Vanina Crime et Disparition. Je poste régulièrement les faits divers qui se passent un petit peu partout dans le monde, mais également les suites qui peuvent se passer aux affaires que j'ai déjà tournées en vidéo. Voilà, à tout bientôt et d'ici là, portez-vous bien.